Et nous recevons ce soir Arnaud Hout et Jérôme Piron. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes les auteurs de ce livre, La faute de l'orthographe, illustration signée Kevin Matagne. Et vous êtes aussi en ce moment en tournée en Belgique et en France, notamment dans le sud, à Marseille, à partir du mois de mars. La convivialité, spectacle détonnant justement sur l'orthographe française. Vous désacralisez ce que vous appelez le dogme orthographique. Vous allez tout nous expliquer. Votre spectacle est à la fois brillant et provoquant. Sous la dictée, quand le moine écrit par exemple les pieds que Jésus a lavés. Un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi? Les pieds, donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait Jésus a lavé, il se dit Jésus a lavé quoi? Je sais pas, je vais attendre, ça va probablement venir dans la suite du texte. avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. Voilà, c'est drôle. Alors, on va prendre d'autres exemples. Il y en a bien entendu une avalanche dans votre spectacle. Allez, prenons ce qu'on retrouve aussi dans votre livre, le mot cheveux. Oui. C-H-E-V-E-U-X pour les écoliers et pas seulement qui nous regardent. Au Moyen-Âge, il s'écrivait cheveux, C-H-E-V-E-U-S. Expliquez-nous. Oui. En fait, tous les mots au pluriel s'écrivaient avec un S. Et l'origine des pluriels en X en français vient en fait d'une erreur de la part de certains académiciens qui ont confondu une abréviation que les moines utilisaient pour le US final, qui vient d'ailleurs de la contraction du U et du S et qui ressemble vaguement à un X. Et c'est à cause de cette confusion qu'on a tous les pluriels en X en français. Donc voilà, ça ne provient pas de la lettre, ça provient d'une abréviation. Et pourtant, on maintient cette distinction entre les pluriels en S et les pluriels en X, alors que ça ne porte aucun sens et que c'est juste maintenir une ancienne erreur. Bijou, hibou, voilà. chou, caillou, genou, joujou, époux, X final donc, qui contient aucune explication historique en tout cas. Alors votre spectacle regorge de ces exemples qui emplafonnent les certitudes. C'était votre objectif ? Alors, l'objectif, c'est surtout de libérer la parole sur ces questions-là, c'est-à-dire de s'autoriser à se demander si toutes les formes orthographiques se valent. En fait, on s'est rendu compte qu'on était particulièrement rigoureux avec l'orthographe des gens, mais on n'était pas vraiment rigoureux avec l'orthographe elle-même. Et quand on fait des études de linguistique, on se rend compte que notre orthographe a aussi ses défauts, qu'elle a toute une série de formes qui peuvent être remises en question. Et dès qu'on parle de ça, ça s'emballe, c'est extrêmement émotionnel et souvent on confond la langue et l'orthographe. Et le problème, la base du problème vient de là, c'est que l'orthographe c'est l'écriture de la langue, donc c'est pas la langue elle-même, et que modifier le code graphique qui permet de transmettre cette langue, ça n'est pas nécessairement modifier la langue elle-même, et que donc on peut imaginer que certaines formes soient améliorées pour favoriser l'accès à la langue aussi. Alors, ce débat passionné et passionnel, il a plutôt lieu en France, pas forcément en Belgique. À quand le situez-vous et pourquoi un sujet aussi sensible, l'orthographe ? Alors, en Belgique, l'opinion publique est à peu près similaire à la France. Par contre, c'est vrai que les institutions sont un peu plus progressistes sur ces questions-là. On situe le début de cette obsession orthographique au milieu du 19e siècle, autour 1830, de 1830, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, de plus en plus d'enfants vont à l'école et que l'orthographe devient un critère de sélection pour les instituteurs. Et qu'on a aussi, dans la bourgeoisie montante, la nécessité d'une identification, c'est la naissance des nationalismes aussi, on fait de la langue un enjeu identitaire. Et donc on veut une orthographe unique et indivisible à l'image de la République une et indivisible. Et donc on répand ça dans l'enseignement à travers toute la France et on ne fait pratiquement que de l'orthographe au 19e siècle avec un peu d'arithmétique. L'orthographe comme le socle d'une identité ethnique entre guillemets, religieuse, culturelle, c'est un mythe ?
Non, c'est un fait historique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on tente de modifier justement aujourd'hui ou d'améliorer telle ou telle partie, ce n'est pas sur les formes dont on parle qu'on débat. En général, c'est sur l'idée même de pouvoir y toucher. Et c'est ça qui fait qu'on parle d'un dogme, d'après nous. C'est-à-dire que la seule chose... Donc vouloir réformer, c'est manquer de respect à l'orthographe. Voilà, c'est très étrange. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire preuve d'un minimum d'esprit critique envers l'orthographe elle-même. Et lorsque des discours empêchent simplement de relativiser la valeur de certaines formes, on a l'impression d'être effectivement face à quelque chose de dogmatique, puisqu'il semblerait que l'on ne puisse toucher à rien. D'autant que l'orthographe, c'est incroyable. D'autant que l'orthographe n'a pas cessé d'évoluer jusqu'en 1835. Ouais. Depuis le XVIIe siècle, où Richelieu fixe la première norme orthographique jusqu'en 1835, on était étonné de voir qu'au XVIIIe siècle, l'orthographe était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il y avait moins de consonnes doubles, moins de TH, moins de PH. Elle était plus logique. Elle était beaucoup plus, en tout cas plus proche de l'oral. Et Voltaire lui-même défendait une orthographe transparente, qui soit la peinture de la voix, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et c'est vraiment l'Académie qui l'a recomplexifié à partir du milieu du XIXe siècle. Alors on apprend notamment, grâce à vous, en tout cas c'est mon cas, qu'il existe par exemple, parce qu'il est aussi question de prononciation, 12 façons d'écrire le son S et 3 manières de prononcer la lettre S. Des exemples, tous les deux peut-être? Oui, alors il y a toutes celles qu'on connaît. Il y a évidemment un S, deux S, SC, T, X. Et puis il y en a des plus incongrus, comme le TH de Forsythia, les deux C de Succion. Et on peut même trouver... Le poison et le poisson aussi. Alors il y a deux S et un S. Mais... Oui. Et alors la crème, c'est SCCD, dans Il acquiesça. Donc ça fait 12 manières de l'écrire. D'écrire un seul son. Et 3 façons de la prononcer, la lettre S, puisqu'on peut faire entre deux voyelles, ou même pas. Alors bien entendu, si on parle beaucoup et s'il est passionnel et passionné ce débat, c'est parce qu'aussi les enfants à l'école savent lire de moins en moins tôt, parce qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe également. Le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a préconisé le retour à la dictée quotidienne dans les classes du CP au CM2. Donc ça concerne les enfants, on va dire, âgés de 5-6 ans jusqu'à 10 ans, pour qu'on comprenne bien. Vous êtes pour ou vous êtes contre alors, vous? On est plutôt contre. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur tout ce qui, dans la langue, a une vraie valeur de communication ou littéraire ou autre, à savoir la syntaxe, le vocabulaire, la ponctuation. Prenons la ponctuation. Quand vous faites une dictée, vous donnez la ponctuation, vous dites virgule, etc. Alors que c'est quelque chose de fondamental, bien plus fondamental pour le sens que de savoir s'il faut un P ou deux P. L'orthographe, ce n'est qu'un code graphique pour retransmettre la langue. L'utilisation de la langue nous intéresse beaucoup plus. L'apprentissage de son code en français est particulièrement long. Si on compare par exemple avec les programmes en Suisse où les petits Italiens et les petits Allemands apprennent aussi le code. Les premiers qui arrêtent, c'est les petits Italiens, enfin ceux qui parlent italien. 2 ans après les petits Allemands, 2 ans après les petits francophones. Ça veut dire que 4 ans avant les petits francophones, les petits Italiens commencent à faire de la littérature, de l'argumentation, à manier la langue dans ses subtilités et non pas simplement dans les exceptions d'exceptions de son code graphique. Juste peut-être parce que dans ce livre, vous avez remis la main sur une copie lorsque vous étiez à l'école en 1991. Qu'est-ce que ça vous a fait? Je crois que c'est sur le participe passé. Oui, c'était très émouvant. C'est une copie que j'ai, une originale, donc j'ai un échec scolaire d'ailleurs. J'ai fait 4,5 sur 10, je pense, pour une question de participe passé avec le mot « en », qui est un peu un truc très compliqué à maîtriser. Voilà, mange-en, enfin vous voyez le en qui est compliqué. Et oui, on l'a mis dans le spectacle comme un document authentique. Ceci dit, j'insiste, ça n'est pas, moi j'ai pas eu de déconvenues orthographiques particulières, on n'est pas là pour se venger de quoi que ce soit. On est vraiment là pour faire réfléchir à la norme, parce que nos études de linguistique nous ont permis de nous poser les questions de ce qu'était structurellement l'orthographe et de la désémotionnaliser, enfin de la rendre moins émotionnelle. Oui, vous citez notamment Alain Finkielkraut, Raphaël Enthoven, tous s'emballent avec des mots parfois très durs. Fallait-il être inculte pour promouvoir une telle initiative, une telle réforme, dit notamment Raphaël Enthoven. On voit que parfois ça s'emballe très très vite. Il y a aussi Bernard Pivot que vous citez. Merci à tous les deux. Donc on vous voit sur les planches en France et en Belgique tout au long de cette année 2018.